Comme ça. Je vais pouvoir me prendre mon main, si vous permettez. Les lutrins, c'est pour des occasions un peu plus, je dirais, un peu plus solennelles. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, heureusement, je suis encore avec vous sur le terrain des préoccupations de jeunes, d'étudiants, de citoyens. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion qui m'est offerte à moi d'être dans la même conférence que François au début d'une campagne électorale qui, je suis persuadé, va durablement changer le paysage politique au Québec et faire évoluer le Québec comme le Québec n'a pas connu d'évolution sur le plan politique depuis maintenant 40 ans. Je suis particulièrement fier de le faire à côté de gens comme François Saillant. Notre parti, pour ceux et celles qui connaissent un peu mieux, est constitué de beaucoup de militants et militants qui viennent d'organisations, de mouvements, de rassemblements, de syndicats qui pendant des années, sur tous les enjeux que François a mentionnés, ont été aux aguets pour scruter à la loupe les décisions qui sont prises au nom de la population, pour questionner les décideurs publics sur le bien fondé de ces décisions quand ces décisions allaient à l'encontre des besoins et des problèmes suscités dans la population, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière de santé, en matière de droits des travailleurs, en matière environnementale. Et après un cycle, je dirais, de 10-15 ans de lutte qui, pour une grande part, ont été victorieuses, en dépit du fait que la droite, aussi sur le plan politique, est très forte et a réussi à freiner des coups importants à travers les partis politiques qui ont été au pouvoir. Je pense au PQ de Bouchard et Landry, je pense au Parti libéral, au gouvernement Charest, conservateur Charest, mais c'est le Parti libéral. En dépit de ça, en dépit de la force de la droite dans le contrôle des institutions politiques, le mouvement social a eu des gains absolument remarquables. La crédibilité dont jouit François Saillant en matière de logement social, en matière de vie urbaine, en matière de lutte à la pauvreté, peu de personnes à l'Assemblée nationale, parmi les 125 députés, je dirais même personne aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne peut jouir de cette crédibilité, de cette compétence. Compétence acquise à côté des gens, à côté de ceux qui ont des besoins, sans les ressources du pouvoir. François Saillant, c'est un parmi plusieurs militants qui sont moins connus, ont moins d'autorité, mais qui font aujourd'hui partie de l'équipe qui va aller devant vous au cours des 30-35 prochains jours, soumettre à votre jugement les propositions qu'on a pour un Québec qui peut être imaginé autrement, qui peut sortir du cadre des carcans qui nous sont imposés par une société qui marche sur une seule patte, croissance, croissance, croissance. Et qui dit croissance, dit consommation, consommation, consommation de masse, et qui dit consommation de masse, dit ruine de notre environnement. Puis aussi, et c'est pas un hasard, c'est dans cette même logique, qui veut dire aussi dégradation des conditions de travail des humains, parce que dorénavant, en fait, depuis quelque temps, les humains et la société n'ont de sens que dans la contribution qu'elle peut avoir, exactement comme la nature, comme matière première au roulement de cette économie. Et c'est ça que moi, François David, Manon Massé, des milliers de jeunes qui sont parmi nos rangs, on est au-dessus de 5500 membres actuellement, nous allons défendre une proposition sociale. Maintenant, François a parlé du lien entre la souveraineté et les enjeux sociaux. Moi, j'irais même plus loin, François. Je dirais que la quête de l'émancipation du peuple québécois, qu'on regarde n'importe lequel de ces moments forts, par exemple, le combat des patriotes, a été ça en premier. Les gens ne se sont pas levés pour faire la révolte contre le colonisateur anglais parce qu'ils voulaient un drapeau ou parce qu'ils voulaient être reconnus pour une identité nationale. D'ailleurs, la plupart, une bonne partie des patriotes, c'était anglophones eux-mêmes. C'était un combat pour la justice, un combat pour faire reconnaître les droits à des gens dont les droits étaient niés, à
d'abord parler et vivre dans leur langue, ensuite de pouvoir avoir une juste rétribution pour le fruit de leur labeur, pour la reconnaissance aussi de leur droit électoral, pour mettre fin au régime injuste, féodal, qui caractérisait le pouvoir colonial à l'époque. Donc c'était une insurrection dans l'idée, et qui a fini par être une insurrection par les armes. On peut questionner la méthode, maintenant, 100 ans plus tard, mais il reste que le désir ou l'élan des patriotes, et ensuite on peut le voir à plusieurs reprises dans le cours de l'histoire par la suite, c'était parce qu'il y avait des injustices. C'était donc avant tout un élan social. Et on recule maintenant 40 ans après les premiers succès fabuleux du Parti québécois, dont la contribution au Québec est indéniable, mais qui a d'abord fait cette contribution parce qu'il est parti du même élan que les patriotes, c'est-à-dire asseoir cette idée d'un pays pour le peuple du Québec sur la reconnaissance d'injustices historiques qu'il fallait réparer, en donnant aux Québécois le plein contrôle et maîtrise de leur destin. D'ailleurs, rappelez-vous bien, René Lévesque est devenu le souverainiste qu'il était par une série de petites expériences. Son biographe, Godin, le relate dans un des tomes, des 3 tomes, ce qui a été le plus fort probablement comme une espèce de haut-le-cœur, de révolte intérieure, ça a été une visite à la chute. Où à la fin des années 60, il va pour un reportage à la chute, il écrivait à ce moment-là dans le Journal de Montréal, où il y avait le Journal de Montréal, puis il y avait le Montréal Matin, un des deux. Il écrivait dans le Journal de Montréal, hein, je ne me rappelle plus. Il écrivait une chronique. Il s'en va à la chute pour trouver quelque chose. Puis René Lévesque, qui avait vu le Piémont, qui avait vu, parce qu'il avait voyagé avec son correspondant de guerre, il avait été en Afrique, il avait été en Rhodésie. Le Zimbabwe d'aujourd'hui s'appelle Rhodésie, à domination blanche. Une société raciale, là, néocoloniale, qui s'appelait Rhodésie à l'époque. Là, il s'en va à la chute, il voit que les anglophones qui possèdent des papetières, puis les fabriques de bois et de meubles et tout ça, habitent dans des grandes maisons victoriennes dans le centre de la chute avec des pavés et tout ça. Puis les francophones vivent dans des quasi-taudis, dans des conditions qui font penser à René Lévesque les townships de Rhodésie. Il s'en vient écrire dans le Journal de Montréal les Rhodésiens de la chute, pour exprimer son indignation de voir au Québec des années 60 une espèce de ségrégation, d'accord, d'abord économique, l'injustice, l'inégalité entre les deux secteurs qui le frappaient, puis ensuite, étant donné que ça se faisait suivant des lignes, disons, culturelles, qui appartenaient aux langues, à l'ethnicité à l'époque, bien, il avait fallu asseoir cette revendication-là sur la reconnaissance de cette distinction, parce que la situation d'injustice découlait d'une situation coloniale dans laquelle les anglophones possédaient la plupart des moyens, la plupart des institutions, la plupart des ressources de ce pays-là, les possédaient, en fait, étaient maîtres ici au Québec. D'où la coloration linguistique qu'a pris la lutte de René Lévesque, d'où la coloration québécoise ou canadienne-française qu'a pris. Mais la révolte intérieure de René Lévesque relevait aussi de l'indignation devant une justice, donc une question sociale qui lui a fait saisir l'importance de donner au peuple québécois le plein contrôle de ses richesses, lui qui avait déjà cette intuition de manière très forte, hein, dans le Parti libéral avec la nationalisation de l'électricité. Donc, Québec solidaire, qui affirme aujourd'hui que la question nationale de la souveraineté est indissociable de nos luttes sociales, ne fait rien d'autre que se faire de héritier véritable de tous ces gens qui se sont battus pour la souveraineté du Québec. C'est nous qui constituons cette continuité historique, alors que le Parti québécois, malheureusement, aux mains d'un appareil de gens surtout intéressés par le pouvoir, utilise aujourd'hui la souveraineté comme apport électoral. À chaque approche d'élection, on parle qu'on va faire la souveraineté, mais une fois arrivé au pouvoir, étant donné des impératifs propres au pouvoir, pas par malveillance, pas parce c'est délibéré par mauvaise foi, mais parce qu'ils sont dans cette logique du pouvoir. Ils ne peuvent pas sortir du cadre
colonial qui leur est imposé, le premier cadre colonial étant celui de la mainmise du patronat sur les grandes décisions économiques ici, ils peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à la fois libérer le peuple du Québec, à la fois accéder à l'indépendance et que rien ne bouge. Que ce soit avec l'accord de Moody's, de Standard & Poor's et de Toronto. Madame Marois a eu l'audace, si vous vous rappelez, là, à la course à la chefferie, lors d'une entrevue à Radio-Can, où ils étaient 4 ou 5 candidats, de dire, ben, il y aura une période de turbulence après. Elle s'était ramassée pour, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, donc crucifié par la direction du parti, pour avoir osé dire, mais comment alors un peuple se libère de son joug, ou du carcan? Je ne sais pas qu'actuellement c'est un joug très oppressif, mais il y a un carcan institutionnel. Aussi, il y a des menaces de la part de puissances financières importantes qui ne veulent pas voir les choses changer. Comment alors on peut sortir de ça, de ce cadre-là, de ce carcan-là, si on n'a pas l'audace de prendre certaines décisions qui vont, oui, déranger, qui vont, oui, créer de la turbulence, qui vont, oui, créer de l'instabilité, mais les peuples, quand ils se mettent en marche, quand ils se mettent en mouvement, par définition, ça veut dire de l'instabilité. Mais ça veut dire aussi qu'on marche, qu'on avance. On prend sur nous la responsabilité historique de faire ces choix-là, d'avoir le courage de les assumer, comme des peuples aujourd'hui le font partout en Amérique latine. Les Autochtones de Bolivie ont réussi, en se mobilisant derrière un candidat qui est issu de leur rang, à prendre le pouvoir après 100 ans, pourtant où ils étaient une république. Donc ils avaient leur indépendance formelle, c'était une république, ils avaient des drapeaux, ils avaient des ambassades. Mais c'est seulement aujourd'hui, avec Morales au pouvoir, qu'il semble que le pouvoir leur appartient. Et on le voit dans les résultats. Ils n'ont pas mis de temps, eux, à nationaliser le pétrole malgré tous les menaces, à nationaliser le gaz malgré tous les menaces. Alors nous, qu'est-ce qu'on demande? On dit, oui, le Québec va faire face à des dangers si on décide de faire l'indépendance. Ils vont faire toutes sortes de chantages, comme ils font d'ailleurs quand on dit d'augmenter un peu la responsabilité fiscale des entreprises, de leur demander de faire leur juste part. Ils disent, ils vont partir, on menace de quitter. On propose Pharma Québec pour réduire les coûts en acquisition de médicaments. Ils disent, les compagnies pharmaceutiques vont aller vendre aux États-Unis. C'est toujours des menaces. Mais pour l'indépendance, on a eu aussi des menaces, mais si vous avez probablement vu les coups de la brinque. Alors comment on fait pour parer? Est-ce qu'on fait des génuflexions devant les dictats du marché? On s'en va faire des génuflexions devant General Motors ou les gens de Standard & Poor's pour garder la cote du Québec haut, en escomptant qu'ils vont donner, OK, là vous êtes de bons élèves, vous pouvez être indépendants, ou on se réfère à notre peuple, aux Québécois, puis on les mobilise de la manière la plus large possible, par toutes sortes de moyens, ingénieuses, audacieuses. Nous, on va faire une proposition là-dessus qui mérite l'attention de toute la population québécoise, en particulier des souverainistes. La proposition, c'est la suivante. Dans les 1000 premiers jours de son mandat, Québec solidaire s'engage à organiser l'élection d'une constituante. C'est-à-dire donc d'abord s'organiser pour qu'il y ait une instance indépendante des impératifs du pouvoir, parce qu'une fois arrivé au pouvoir, on a fait toutes sortes de choses pour préserver la peur de déranger dans les décisions économiques, d'associer les décisions du gouvernement aux décisions du peuple qui veut sortir. Bon, alors, pour, autrement dit, éviter tout conflit d'intérêts entre les élus qui sont élus pour gérer le gouvernement et ceux qui sont élus pour penser à l'avenir politique, constitutionnel au pays qu'on veut se donner. Ça s'appelle donc élection constituante. On élit de manière représentative, cette fois-ci proportionnelle, c'est-à-dire en garantissant qu'il y ait une participation suffisante des femmes, correspondant à leur poids démographique en société, aussi une participation adéquate de toutes les minorités, y compris la minorité anglophone, qui devra avoir son mot à dire, y compris les allophones, les minorités visibles, donc, et aussi les différents partenaires sociaux qui sont impliqués dans le destin collectif du Québec. Une fois cette élection constituante assurée, ça veut dire quoi? La constituante, ceux qui sont élus pour une durée limitée, ça peut être 12 mois, ça peut être 18 mois, le temps que ça doit prendre pour organiser quoi? Deux choses. D'abord, une vaste consultation populaire, un exercice de démocratie participative, où on donne, où cette assemblée constituante, qui est issue justement de toutes les sphères de la société, s'assure que la consultation aussi est ouverte à toutes les composantes de la société. Tout le monde se met à table pour dire, si le Québec devait être indépendant, qu'est-ce qu'on voudrait mettre là-dedans comme valeur? C'est quoi les valeurs maîtresses du Québec?
Est-ce qu'on veut faire la compétition à la Chine, la compétition à la misère, abaisser nos conditions de salaire et de travail pour exporter au profit des commerçants? Est-ce qu'on veut voir, à chaque fois qu'on voit un arbre, pour nous c'est un 2 par 4 qu'il faut mettre sur un camion et envoyer aux États-Unis? Ou est-ce qu'on peut faire une meilleure utilisation de nos ressources de notre forêt? Au lieu de transformer nos arbres en 2 par 4, transformer notre industrie pour qu'il soit plus au service des gens qui sont à l'emploi, que ça soit plus rentable pour la société, puis qu'on en coupe moins. Bon, ça peut être une série de discussions sur l'essentiel, pas évidemment sur le détail, mais autrement dit de dire, par exemple, quels devraient être les principes qui dictent l'utilisation qu'on fait de nos ressources, arbres, forêts, eau, etc. Quelles devraient être nos institutions démocratiques, comment ces institutions doivent être... Bon, donc tout ça est débattu en vue de l'élaboration, donc, d'une constitution par l'Assemblée constituante. Mais pas débattu par juste les experts, le gouvernement, les députés qui sont en conflit d'intérêts. Ils sont débattus par les gens, par consultation populaire avec les moyens qu'il faut pour que le plus de monde puisse participer, contribuer au débat. Puis en tenant compte ensuite, dans un deuxième temps, de ces consultations, on l'a déjà fait sur plusieurs choses qui ont donné des résultats intéressants. Les États généraux, par exemple, sur la langue française, qui ont été déjà faits à 2 reprises dans l'histoire. Donc, les États généraux, invitant toute la population, où les gens donnent leur idée, puis en tenant compte de cette consultation, l'Assemblée constituante s'assoit pour rédiger une constitution, et au bout de l'exercice, le soumet à la population par référendum. C'est quoi l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, non seulement on débloque une impasse dans laquelle se trouve le mouvement souverainiste actuel, qui ne sait pas comment mobiliser, comment frapper l'imagination de la population pour lui donner le goût d'essayer de définir mieux son destin, de participer à la définition de son avenir, mais en même temps, c'est que c'est une formidable garantie de force sur le plan moral, sur le plan légitimité, devant toute attaque des fédéralistes avec leur loi sur la clarté. Imaginez un processus comme ça, avec Assemblée constituante, consultation populaire, vote référendaire, qui au niveau international pourrait douter à ce moment-là de la légitimité de ça, alors qu'on nous rabat les oreilles, 50% plus ça, c'est pas assez fort, pas bon. Alors que quand tu as donné les moyens à ta population à plusieurs niveaux de participer dans la décision de son avenir, puis à la fin, il vient par référendum lui donner son imprimatur, à notre avis, c'est béton. Deuxième chose, en plus, notre pari à nous, c'est quoi? Parce que vous allez me dire, ben là, cette assemblée constituante ou cette consultation, ça implique tout le monde, y compris les fédéralistes. Ben, nous, on pense que oui. Et c'est bien que ça soit comme ça. Parce que si on veut l'indépendance pour le Québec, si on veut que le Québec soit un pays, parce qu'on veut redonner tous les moyens, on veut donner tout le contrôle à la population. Or, il se trouve que la population du Québec, c'est pas juste les francophones souverains. Il y a plein de gens de différentes origines. Mais nous faisons le pari que si on leur donne la chance, comme à n'importe quel peuple ou être autonome, on donne la chance, l'opportunité d'asseoir sur papier les pouvoirs qu'il veut se donner, il est pas très risqué de penser qu'un être autonome, un peuple autonome, se donne plus de pouvoir. Avez-vous déjà vu quelqu'un autonome à qui on donne, à moins qu'il soit frappé de peur, qu'il soit menacé, tout ça, on donne à quelqu'un, on dit définis les pouvoirs que tu veux te donner, puis qu'il en enlève les pouvoirs. Donc, le pari, c'est que c'est le meilleur moyen aussi de faire une éducation populaire de masse pour reconnaître ce qui pourrait être dans notre intérêt si on se donne la souveraineté. Au lieu de sortir avec l'intime conviction que nous, on a les bonnes paroles, qu'on va convaincre tout le monde dans le cadre d'une campagne référendaire de 40 jours. Donc, sinon, si on invite les citoyens à venir débattre, dans cette consultation-là, le débat, il est relevé. Si on donne les moyens pour que les débats soient animés réellement, les gens vont réaliser, à partir justement des constatations que des milliers de gens ont fait, comme François l'a fait de manière si concentrée parce qu'il était au-devant des combats sociaux, que oui, pour un système d'éducation de qualité, oui, pour être à la hauteur de nos
de nos visées pacifistes, alors que le reste du Canada, malheureusement, s'en va en guerre. Oui, pour que véritablement on prenne en main le contrôle de notre forêt, de notre eau, de notre éolienne au service du Québec, c'est mieux de se donner la